Bonjour, bienvenue pour la rétro, retour sur l'actualité du district. Christine Giraud sera la future syndic de Gland. La PLR a battu haut la main Gérald Créteny, un très beau duel qui s'est terminé lundi sur notre plateau de manière très fair-play. Cette semaine, on s'intéresse également à la politique culturelle nyonnaise. Fabienne Frémont-Contonne, la municipale en charge de la culture, nous présente Nyon Culture, un document qui examine à la loupe le milieu culturel. En fin de semaine, on s'intéresse au futur projet crématoire animalier qui aura lieu à Nyon à la route du stand. Un projet qui inquiète les futurs voisins du projet, mais aussi les conseillers communaux. Retour à l'issue du conseil communal de Nyon avec des réactions et puis témoignages en plateau. Résultat historique, à Gland, la candidate PLR Christine Giraud devient la première syndic de l'exécutif et remporte l'élection haut la main avec 1690 voix face au syndic en place avec 1065 suffrages. Après la proclamation des résultats, Gérald Créteny, très fair-play, a annoncé vouloir continuer son travail au sein de la municipalité. Nous les recevons aujourd'hui sur le plateau. Christine Giraud, Gérald Créteny, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Christine Giraud, remise de vos émotions? Oui, j'ai encore un petit peu la tête dans un nuage pour le moment, mais c'était un grand moment riche en émotions, effectivement. Je suis très fière de mon résultat et évidemment qu'accéder à un poste de ce type, c'est historique aussi sur le plan humain. Je pense que ça n'arrive qu'une fois, enfin peut-être, c'est vraiment historique, c'est quelque chose de magique pour moi. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Et puis dire aussi que c'est évidemment un travail de longue haleine, c'est un travail avec toute une équipe autour de moi, le groupe PLR notamment, et puis ma famille qui m'a beaucoup soutenue, et évidemment les électrices et les électeurs que j'aimerais remercier sincèrement pour leur confiance et de m'avoir permis d'accéder à cette fonction. Alors on va y revenir à cette fonction d'ici quelques instants, Gérald Créteny. Alors des émotions, il en a eu beaucoup aussi de votre côté. Vous avez été très fair-play. On a vu un très beau geste. Vous êtes allé chercher un bouquet de fleurs avec une carte à Christine Giraud. Oui. Écoutez, alors moi j'ai déjà vécu bien sûr il y a 15 ans ce passage, la syndicature, c'est quelque chose qui est très fort, même si j'avais fait effectivement de manière tacite, mais ça reste quand même un moment extrêmement fort. Et là, Christine m'a challengé, et m'a challengé avec tout à fait raison, puisque le peuple a pris son choix et a décidé de pouvoir la désigner comme syndic, ce que je respecte totalement, parce que je pense que si on veut respecter nos institutions politiques, si on veut faire que la population croit en nos institutions politiques, il faut aussi les respecter et respecter les choix qui sont faits. Et là, c'est un choix qui est primordial, qui est important. Et j'ai totalement confiance en Christine pour pouvoir mener à bien sa nouvelle fonction. Je pense aussi que les années à venir seront très intéressantes. Moi, j'ai décidé de rester effectivement dans le cadre de cette municipalité parce que je pense que les Glandoises et Glandois ont voté largement pour moi entre le premier et le deuxième tour, ce qui veut dire qu'ils m'ont réellement installé en municipalité. Et un retrait de cette municipalité aurait été vraiment très, très, très spécial dans des conditions pareilles. Donc pour moi, c'était clair. Je reprends ce challenge. C'est un nouveau défi, c'est un nouveau départ intéressant. Je voudrais juste dire aussi, comme Christine l'a souligné pour elle et pour son parti, que j'ai un parti qui est aussi extrêmement intéressant, qui me soutient et qui a été véritablement derrière moi pendant tout au long de cette campagne. Je dirais qu'une campagne, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est une femme, qui a 2 législatures derrière elle, alors que j'en ai 5, et qui véritablement pouvait montrer finalement, c'est un changement, c'est un renouveau. C'est clair que pour moi, c'était la marche était véritablement très haute. Ouais, alors forcément, de l'expérience, vous en avez derrière vous, puisque vous avez 5 années plus 5 législatures derrière vous. Aujourd'hui, vous avez décidé de rester municipal. Est-ce qu'il y a peut-être une tâche ou un rôle, quelque chose qui ne va pas du tout vous manquer en tant que syndic ? Je n'étais pas préparé à ce longue question. Une tâche qui ne me manquera pas. Peut-être parfois signer des courriers qui sont véritablement désagréables. Ouais. Je pense que c'est un des points sur lequel
on est obligé de le faire. Alors au début, ça choque un petit peu, et puis on s'y fait. Hein, on le fait de manière un petit peu machinale parce qu'on est obligé. C'est le rôle aussi de devoir parfois remettre des gens à l'ordre alors qu'on n'aime pas forcément se mettre en avant pour ce genre de rôle. Mais c'est indispensable et parfois on le paye un peu. Ouais, alors, dû à votre ancienneté, vous aurez certainement le choix de votre dicaster. Est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que d'autres ? Ah, moi j'ai 6 dicasters qui me tentent. Non, mais non, très sincèrement, je ne vais pas vous donner d'orientation aujourd'hui. C'est des choses qu'on a discutées. On va en discuter très prochainement avec Christine, déjà dans un tout premier temps, pour pouvoir voir quelles sont nos visions. Et puis, avec bien sûr l'ensemble de nos collègues, c'est primordial. C'est une décision qui va être collégiale. Donc, pour moi, je ne veux pas venir maintenant le troublion de la municipalité au moment où elle doit pouvoir s'exprimer sur les choix qu'elle va faire. Alors on le disait tout à l'heure, hein, Christine Giraud, c'est vrai que les gens attendent du changement. Aujourd'hui, vous êtes quelque part dans une position délicate parce que tout est à faire pour ce changement, mais quelque part, vous devez vous baser sur quelque chose qui est déjà construit. Comment vous allez faire ? Alors c'est vrai que c'est un sacré challenge, hein. Je prends la mesure de ce que ça veut dire. Effectivement, je me rends compte que la population a demandé un renouveau, quelque chose de différent. J'aimerais dire quand même que ma position, elle est déjà, en tant que syndic, on doit respecter tout simplement la loi, les règlements, faire appliquer ces lois-là. Il n'y aura pas de révolution dans la commune de Gland, mais il y aura certainement une approche différente, peut-être dans la gestion des séances, peut-être dans l'approche des dossiers, dans la construction des dossiers, qui ne sera peut-être pas visible au premier coup d'œil de la population, mais qui sera un petit peu ma patte, ma façon de travailler. J'aimerais privilégier aussi les débats, évidemment, les relations entre les gens, la possibilité d'interagir sur les projets pour qu'on puisse vraiment se les approprier. Et ça, ça se fera au fil du temps. J'ai aussi l'impression qu'on doit beaucoup être à l'écoute de la population, mais pas juste dire qu'on est à l'écoute. Là, pendant cette campagne, j'étais passablement dans la rue, hein, la gare, distribuer des flyers, etc. Et je me rends compte qu'il y a des préoccupations pour lesquelles les citoyens sont très attentifs. Typiquement la gestion des chantiers. Les gens se posent la question, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de chantiers à la fois, qu'est-ce que ça va devenir, est-ce que j'aurai tout ce bruit encore longtemps, beaucoup de questions qui se posent. On sait que la municipalité est très GDG puisqu'ils sont en majorité. En tant que PLR, est-ce que vous aurez du coup, en étant syndic, plus de force ? Alors, je ne suis pas quelqu'un, je pense, d'autoritaire dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que mon autorité, elle va peut-être se faire ressentir plutôt par mes méthodes de travail. Et dans ce sens-là, déjà, rappeler aussi, ça a été dit sur ce plateau, on ne fait pas de politique politicienne, partisane au sein de la municipalité. On travaille pour un objectif commun qui est celui de la municipalité, qui est le programme de législature. Donc je ne vois pas tellement de pouvoir m'imposer en tant que PLR. Par contre, en tant que Christine Giraud, qui a la fonction de diriger les débats et d'organiser les travaux de la municipalité, j'amènerai à ma manière pour qu'on atteigne l'objectif commun et que ça se fasse d'une manière harmonieuse. Ouais, Gérald Crétny, à votre avis, quel changement peut justement apporter Christine Giraud ? Elle en a cité un ou deux, et je pense que c'est tout à fait juste. Je pense que les changements, j'avais dit d'ailleurs une fois sur ce plateau, les changements, chaque législature amène son lot de changements. Qu'il y ait un changement d'ailleurs du syndic ou pas, le simple fait que l'équipe change elle-même, hein, qu'il peut y avoir juste une personne ou deux nouvelles, et ça change déjà la dynamique, je dirais, de l'équipe. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que ces 5 dernières années ont été des années assez extraordinaires au niveau de ce qui impacte finalement le dynamisme d'un exécutif. On a vu arriver toutes les notions du climat, toutes les questions liées effectivement à la participation, etc. C'est des éléments qu'on ne peut pas soustraire aujourd'hui. On doit absolument travailler dans ce sens-là. Et ce changement de législature est une occasion de les mettre en route. Alors là, je soutiens totalement Christine dans ce sens-là. Alors il vous reste 2 mois avant de passer de l'un à l'autre. Est-ce que vous avez peut-être un conseil respectif à vous donner, puisque finalement vos rôles s'inversent ? Gérald Crétny. Un conseil, c'est que je pense qu'il faut... moi, je serais très attentif au départ de ne pas se charger trop,
parce qu'il y a des opportunités extrêmement intéressantes qui peuvent arriver petit à petit dans la fonction. Et si l'on est trop chargé au départ, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça serait le petit conseil que je pourrais donner à Christine. Christine Giraud, à l'inverse. Ouh là là, un conseil à Gérald Cretonny, bon, je crois qu'il a beaucoup d'expérience, donc ça va être difficile. De rester lui-même et puis de faire confiance à la nouvelle équipe. Je pense que c'est ça que je peux te dire. Voilà, c'est aussi courageux de ta part de rester municipal et de continuer à amener ton expérience dans le collège. Alors voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, qu'on reste nous-mêmes. Christine Giraud, Gérald Cretonny, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un très beau combat, en tout cas, d'avoir pu assister à tout ça d'un point de vue externe et interne. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. À Nyon, quel avenir pour la politique culturelle 2021-2026 ? On en discute avec la municipale en charge de la culture, bien sûr. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, si on en discute aujourd'hui, c'est parce que vous avez établi ce document, Nyon Culture, à l'intérieur un état des lieux, les axes stratégiques et les objectifs pour la culture à Nyon. Pourquoi est-ce que ce document arrive maintenant, Fabienne Frémont-Contonne ? Il arrive maintenant, il aurait pu arriver il y a longtemps, parce que Nyon a une politique culturelle qui est implicite, qui existe depuis toujours. On sait tous que Nyon est une ville de culture, qu'elle rayonne, qu'elle a un tissu culturel foisonnant. Ceci dit, il n'y avait jamais vraiment le temps de formaliser les choses. Là, on a voulu le faire. Il était temps de fédérer les diverses autorités, de municipalités, conseils communaux, avec les acteurs et actrices culturelles et d'informer le public. Est-ce que c'est, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est une forme d'adieu finalement ? Parce qu'on sait que vous ne vous êtes pas représentée en tant que candidate à la future législature, les élections ont eu lieu. Est-ce que c'est une forme d'adieu ce document ? Non, c'est le contraire. Tout est possible, tout devient possible. C'est parce qu'on permet justement, en écrivant les choses à des personnes de se positionner et de dire il faudra en faire encore plus ci, encore plus ça, peut-être moins ça. Et puis à partir de là, c'est un cadre qu'on donne en ayant évidemment travaillé avec les acteurs et actrices culturelles et les successeurs de municipalités ou à mon poste pourront prioriser, faire plus, faire moins, tout est possible. Encore une fois, ça peut paraître surprenant que vous, Fabienne Frémont-Contonne, qui ne serez pas au sein de la future municipalité, posiez ce cadre 2021-2026. Alors c'est un cadre que je dirais qu'un autre ou une autre municipale de la culture ferait aussi, parce que là on part d'un état des lieux, donc c'est un existant, c'est un milieu culturel que nous connaissons bien, qui existe tel qu'il est, et après on parle sur les tendances actuelles dans le monde de la culture, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Les tendances, elles sont là pour tout le monde. Et puis après, c'est tout ce qu'on peut développer à Nyon. Et ces axes-là, ces développements possibles, ont été testés avec les acteurs et actrices culturelles de Nyon. Donc voilà, il y a toute une série de possibles, énormément d'axes possibles de développement. Et après, les priorités, elles seront fixées par la prochaine municipalité et les prochaines autorités. Oui, on parlera de ces politiques culturelles d'ici un petit instant. Puisqu'on a ouvert ce volet élection, j'aimerais y rester encore un petit moment. Alors, vous avez fait 3 mandats au sein de la municipalité, Fabienne Frémont-Contonne. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi justement de vous représenter ? Alors, pour dire la vérité, ce n'était pas une décision simple, parce que je suis quelqu'un d'absolument passionné, très engagé, qui adore encore mes mandats et la politique. Et disons que 15 ans, ça fait 15 ans là que je suis municipale. Je dirais que je connais vraiment bien les choses, comment ça fonctionne. Et en très résumé, j'ai une dizaine d'années de vie professionnelle devant moi. J'avais envie de nouveaux défis, d'autres horizons, peut-être ailleurs, d'autres sujets et d'autres fonctionnements. C'était le bon moment. Et puis un très bon moment vu que les élections ont fait émerger des personnes jeunes. Il y aura des jeunes municipaux à la municipalité, c'est très très bien. Oui, sur ce plateau, le 3 novembre, le syndic Daniel Rossella nous expliquait que votre non-candidature avait un lien avec la sienne. Autrement dit, que s'il ne s'était pas présenté, vous y seriez allé parce que votre objectif, c'était d'être la première syndic de la ville de Nyon. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je sais pas, non, j'ai jamais fonctionné par objectif. J'ai toujours fonctionné par
par opportunité. Et il y a des opportunités qui se présentent, puis d'autres pas. Et puis, si on est engagé, pour faire en très résumé, c'est comme ça que je vis mon engagement. Si on est engagé pour un monde meilleur, il y a mille façons de faire en sorte que ce monde devienne meilleur. Donc, il y a un biais politique, municipal. Et là, ça sera probablement pour moi le biais de mandats, de différents mandats dans différentes fondations ou de sociétés ou d'associations. Ouais. Faire de la politique culturelle autrement que par la politique. Maintenant que cette municipalité a basculé à gauche, est-ce que, selon vous, ce sera plus facile pour la culture ? Oui et non, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a comment dire, la culture et la gauche, c'est une grande histoire d'amour. Mais il faut continuer à convaincre. Et puis, c'est en fait l'essentiel de ce document de politique culturelle, c'est qu'il faut fédérer tout le monde, y compris, on dit les adolescents, y compris des gens qui habitent au nord de la ville, y compris des gens qui se disent absolument non, allergiques à la culture. Il faut aller chercher, tirer tout le monde. Donc, c'est sortir de son cercle habituel, réfléchir autrement, travailler avec les autres. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose aussi que, évidemment, les gens de la gauche sont capables de faire, mais peut-être ce sera un bon travail, quoi. Ouais. Est-ce que, à votre avis, qui serait le bon futur municipal en charge de la culture ? Alors là, la Joker, je pense qu'ils seront. Celui ou celle qui sera municipal de la culture sera sans aucun doute passionné et apprendra un service qui est... Est-ce que l'un ou l'autre est déjà venu vous en parler ? Non, personne. D'accord. Donc tout reste ouvert, ou en tout cas c'est un secret de Polichinelle, à voir ou pas. On va décortiquer un petit peu ce document ensemble si vous le voulez bien. Voilà, 3 axes, 11 objectifs. On sait que l'un des objectifs, vous me direz si c'est vrai ou pas, c'est notamment faire concurrence aux villes de Lausanne et de Genève. Alors les budgets n'ont rien à voir. Pour la culture à Nyon, le budget 2020 du service de la culture représente 3% du budget communal, 215 millions. Pour la culture, c'est 6 millions. Comment est-ce qu'on concurrence Lausanne et Genève, sachant que Genève, par exemple, c'est un budget de 300 millions. Donc on n'est pas du tout dans la même fourchette. Hein. Non, alors c'est clair qu'on ne va pas développer un nouvel opéra à Nyon. Mais je dirais, j'aimerais pas parler de concurrence, mais on va compléter une certaine offre. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on le voit aussi, ça ressort très clairement de ce document, c'est qu'on n'est pas excellent dans la création à Nyon. On diffuse, on produit des choses, on peut aller à des spectacles, on peut aller à des concerts, mais il y a encore peu de création. Et à Lausanne et à Genève, il manque de lieux où on peut développer justement des créations. Donc là, on a vraiment une très très jolie, manche à jouer, opportunité, où en faisant de la création en Nyon, on peut aussi diffuser ces créations made in Nyon dans nos diverses salles. Et l'usine à gaz, qui va bientôt être inaugurée en septembre dernier, va offrir aussi un terrain de jeu magnifique, soit pour des créations, soit pour des diffusions. Et puis ce qu'on a voulu à la municipalité et le conseil communal, c'est que l'usine à gaz, qui était un acteur d'importance locale, bel acteur qui a fait des magnifiques choses, vraiment rayonne maintenant à un niveau lémanique, voire plus. On donne les moyens, des infrastructures magnifiques, il faut aller voir, c'est superbe. Et aussi par les budgets, donner les moyens pour pouvoir attirer des publics de renom, Vevey ou Genève. Ouais, vous avez cité certaines des faiblesses, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une réelle étude du marché, les forces, les faiblesses, les opportunités, les risques. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre un petit onglet. Dans l'onglet à l'aspect risque, enjeux sociétaux, on peut lire accélération des mouvements critiques LGBT, post-colonialisme, pas facile à dire, post-colonialisme, écologie critique et nouveau féminisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a des enjeux sociétaux qui sont ressortis très fort de par notre radiographie, qui sont ressortis aussi, qu'on a interrogé nos acteurs et actrices culturelles. C'est que les enjeux de développement durable, d'avoir une culture qui soit aussi propre au point de vue environnemental, toutes les questions des minorités à prendre en compte, des minorités de genre, etc., etc. Toutes les questions d'éthique aussi, par rapport aux sociétés à 2e, 3e vitesse, que d'ailleurs le Covid a encore fait ressortir plus. Ces enjeux, c'est des opportunités.
c'est des opportunités pour penser la culture autrement, pour la faire entrer dans ces choses-là. Mais ça peut être aussi des risques, dans le sens qu'on peut entendre des discours qui sont absolus, qui sont absolument radicaux, dans le sens qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je pense comme ci, je pense comme ça, et donc j'ai raison. Et comme nous entendons la culture, et je pense que comme la culture, elle est entendue plus ou moins généralement, la culture doit être un lieu où on est interpellé, où on échange, on discute, mais on si je lis débat. entre les lignes, Fabienne Frémont-Containe, est-ce que ça veut dire que certains acteurs culturels de Nyon, aujourd'hui, utilisent leur combat pour revendiquer leurs idées au niveau culturel ? Non, c'est pas ce qui est indiqué là. C'est des risques globaux, et c'est des risques globaux qu'on reconnaîtra à Lausanne, à Genève, pour citer les villes que vous avez mentionnées tout à l'heure. Donc on a un rôle actif à jouer en tant qu'acteur culturel global et évidemment institution telle que la ville, à faire en sorte que les gens continuent à se parler, à débattre et à progresser dans le débat. Très bien. Alors on peut lire notamment ces 3 axes, ces 11 objectifs. Alors sans les citer toutes dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment fort qui ressort ? Alors je vous ai déjà dit qu'il y a tous ces éléments, enfin vous voyez la page, là peut-être le public le voit, c'est énormément de petites lettres, tout est possible, énormément tout est possible dans ceci. Évidemment, il y a des éléments qui sont plus chers à mon cœur, mais qui ne seront pas forcément partagés par mes successeurs. Mais ce seraient lesquels, ceux qui sont chers à votre cœur ? Je pense qu'on a vraiment, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément évidemment de faire en sorte que tous les publics, ce que je disais tout à l'heure, tous les publics puissent participer en fait à la vie culturelle de Nyon. On voit qu'il y a un manque, notamment pour les 16-25 ans. Ouais, 16-25 Là, c'est une ans. manière de faire la culture autrement. Ça passerait par quoi, selon vous ? Alors, c'est repenser. Enfin, on a commencé à le faire, par exemple, par les escape rooms au château, qui sont adaptés à des publics d'adolescents. C'est ce genre d'œuvre, peut-être au niveau des bibliothèques, au niveau de l'usine à gaz, à suivre aussi, qui devrait coller plus à ce public-là. Il y a aussi notre culture, elle est très fortement positionnée au sud des voies ferrées, beaucoup moins au nord de la ville. Donc il y a quelque chose à développer, notamment par l'art dans l'espace public. On l'a commencé justement plutôt au sud de la ville, il faut le continuer au nord. Donc il y a ça, c'est un axe très fort que je sens qu'il faut développer. Un axe que je sens très fort aussi, qui constitue l'âme de Nyon, c'est l'âme romaine, l'âme patrimoniale de Nyon. On est une ville bimillénaire, c'est rare en Suisse, c'est même rare en Europe. Et il y a quelque chose décidément à faire avec notre amphithéâtre en tant qu'espace public, mais aussi lieu où on peut comprendre notre passé. On a l'impression que c'est un peu l'ère du changement, parce que c'est vrai que la conservatrice du musée romain va aussi quitter ses fonctions tout prochainement. On a l'impression que finalement, entre vous qui quittez votre poste de municipal, ces acteurs clés qui changent, que ça va être l'ère du changement pour l'avenir à Nyon, au niveau culturel. Oui, alors l'ère du changement, oui et non, parce qu'il y a une continuité. Ce document montre que juste de nouveau les grands axes, donc je ne pense pas que des nouveaux axes vont être inventés, mais peut-être que des priorités ou des manières de diffuser la culture, ou des manières de produire la culture, comme je le disais tout à l'heure, point de vue écologique ou éthique, ça peut changer. On a commencé, mais ça ne peut qu'aller vers le plus. Ouais, j'imagine qu'on continuera à vous voir dans les musées et dans les salles de spectacle nyonnaises, Fabienne Frémont-Containe. Décidément, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci de m'avoir accueilli. Bonne suite. Comment se porte la politique du côté des jeunes? On en parle avec nos 2 invités. D'un côté, on s'intéresse au bilan annuel du Conseil des jeunes du district de Nyon avec vous, Lucas Desaugus. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. De l'autre, on s'initie à la politique avec la campagne de recrutement de la Commission des jeunes du canton de Vaud qui recherche de nouveaux membres. Avec vous, Johan Crocol, bonjour. Bonjour Andrea. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, Johan, tous les 2 ans, la Commission des jeunes du canton de Vaud fait peau neuve. En quelques mots, pourquoi s'engager? Pourquoi s'engager?
partagé parce qu'on a beaucoup de projets qui sont en cours, d'autres qui vont gentiment arriver. On a beaucoup de consultations qui viennent, comme par exemple on a eu la consultation sur la loi de l'enseignement obligatoire qui a eu lieu en fin 2019, début 2020, où on doit comme voir passer en revue quasiment chaque loi pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut changer les notes des élèves, est-ce qu'il faut mettre plus ou moins de tests, pour quel degré, puis ce genre de choses. Donc vous avez été directement en contact avec Cécile Amarel. Exactement, ouais. Voilà. Alors, par contre, par rapport à cette campagne, vous dites être préoccupé par rapport à cette campagne. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est toujours difficile de faire venir les jeunes? C'est difficile maintenant, en plus, vu qu'on a une charte d'engagement écologique, donc on doit utiliser moins de papier, donc pas d'affiches dans les écoles, on essaie de limiter le plus possible tout ce qui est impression et puis passage papier. Donc tout se fait sur les réseaux sociaux, on encourage comme vivement les écoles de les mettre sur les écrans d'entrée pour les élèves et puis on essaie de voir comment ça joue en ce moment. Quoi. Ouais, la question peut paraître bête, mais pas de papier, pourquoi? C'est dû à ces manifestations qui avaient eu lieu avec les jeunes par rapport et en faveur de l'environnement? Moi, j'ai pas le droit de me prononcer là-dessus vu qu'on est apolitique éthiquement dans la commission des jeunes du canton de Vaud, mais c'est vraiment que nous, on a eu beaucoup de sensibilité par rapport à tout ce qui est écologique au sein du canton de Vaud, comment nous on fonctionne avec ça et comment on peut faire pour que justement on arrive à réduire cette quantité de papier qu'on utilise à chaque fois. Ouais, être cohérent, dans la rue et avec le discours, je l'entends. Lucas Dessaugus, alors les votations communales ont eu lieu. On sait que beaucoup de jeunes se sont engagés, notamment à Nyon, au sein du conseil communal, c'est-à-dire que vos efforts ont payé? Oui, donc déjà on a vu que beaucoup de jeunes sont été élus. Les listes de jeunes étaient très présentes et puis on a d'ailleurs une membre qui est du jeune PS qui est élue dans notre comité en tant que secrétaire. Alors on garde toujours, comme Yoann disait, on garde toujours une certaine forme d'apolitique et de neutralité dans tous les cas. Donc on salue Hermira qu'on verra au Conseil de Nyon. On parlait du Conseil de Nyon, mais est-ce que c'est la même chose dans le reste du district? J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais en tout cas pour ma commune que oui, pas mal de jeunes ont été élus sur la liste communale et qu'il y a aussi une certaine peau neuve au niveau de la municipalité. Et je sais que pour quelques autres communes, je sais que c'est le cas, on en a pas mal entendu parler. Mais oui, on a quand même une certaine... on fait peau neuve dans pas mal de nos communes. Comme quoi c'est bénéfique, je pense que vous serez d'accord avec moi, Yoann. On revient et on reste un petit peu avec vous, Lucas, parce qu'aujourd'hui, vous avez présenté votre rapport annuel à la presse. Le bilan, rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien que malgré le Covid, on a quand même réussi à faire des choses. Elles sont venues principalement à la fin de l'année. Beaucoup de projets qui ont dû être arrêtés, je pense notamment à la CRPS, qu'on pensait pour sûr maintenir au 25 mars et qui a dû être annulée. Eh bien, elle est toujours d'actualité, on y pense beaucoup. On devrait avoir une séance en juin pour potentiellement la faire en automne, si les conditions le permettent. Sinon, on la déplace printemps 2022. Mais on voit que malgré le Covid, on a quand même réussi à faire des choses, à être présent, notamment sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est pour les conseils des jeunes du district de Nyon. Et parce qu'on parle Covid, Yoann, c'est vrai que Cécile Amarel vous a aussi approché par rapport à toute cette crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est on a eu d'abord tout le processus, c'est qu'on a eu d'abord un groupe de travail qui s'est penché sur les questions qu'on pourrait poser à Cécile Amarel durant l'assemblée plénière où justement il y a tous les membres de la commission des jeunes, Frédéric Tcherka qui est le délégué de la jeunesse, et Manon Chi, qui est la directrice la direction de la générale de l'enfance et de la jeunesse, si j'arrive à le dire correctement, la DGEJ. Et ça s'est ressorti comme quoi il y a eu beaucoup de soucis par rapport à l'état psychologique des jeunes. Et qu'en fait, il y a eu cette histoire où on a peur qu'il y ait un deuxième reconfinement qui arrive et puis qu'on sera encore tous renfermés à la maison. Puis Cécile Amarel nous a vraiment très très clairement dit comme quoi elle va faire tout son possible pour pas que ça arrive, qu'il y a comme des mesures qui sont en place au cas où si potentiellement dans 1 ou 2 semaines on pourrait peut-être retourner à distance. Mais Cécile Amarel elle veut vraiment qu'on ait ce côté où il y a quand même toute une cohésion sociale. Tout ce qui est qu'en fait on se retrouve tous en présentiel, même s'il y a des masques, et puis on doit plus ou moins respecter les distances et puis désinfecter les mains avant d'entrer en classe. Que quand même il y a une cohésion sociale qui doit se recréer malgré tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, alors la discussion a pu avoir lieu, mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez réellement écouté?
Aujourd'hui, on se sent réellement écouté, autant par les médias que par des politiques, autant par le Conseil d'État, qui ont toujours été très très ouverts par rapport à nos propositions. Et qu'après, c'est Samarel, elle veut quand même nous faire des sessions de discussion avec nous pour voir comment ça évolue, où ça en est, comment on peut faire des choses pour que ça s'améliore à la fin. Ouais, alors parlons des choses un peu plus festives parce qu'il en faut aussi qu'on en a envie justement. La commission des jeunes du canton de Vaud fête cette année ses 10 ans. Là, j'imagine que vous voulez marquer le coup. On essaie de marquer le coup. À chaque fois pour être totalement transparent, à chaque fois qu'on essaie de trouver un concept de festivité, 3 semaines après, il y a les nouveaux changements par le Conseil fédéral ou bien par le Conseil d'État. Donc ça nous fait obliger de tout recommencer à zéro, plus ou moins. Mais là, on tient quand même quelque chose qui est plus ou moins là en septembre, dans la salle du Grand Conseil, si on arrive à avoir cette salle-là. Pour fêter les 10 ans. Et puis là, en ce moment, on est en train de faire aussi un tournage avec tous les anciens de la commission. Qui vieillissent, ouais. Et puis on voit tous... À quoi est-ce qu'ils ressemblent aujourd'hui, ces jeunes devenus un peu plus vieux en politique? Justement, j'étais très très impressionné pendant le tournage, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui restent plus ou moins dans la politique, qui se sont engagées de manière communale ou bien quasiment cantonale aussi. Et puis qu'il y a beaucoup qui deviennent aussi des enseignants. Donc il y a quand même on va dire quand même un espèce de contact avec le canton, même si c'est pas totalement la même approche qu'être en politique. Mais oui, c'est vrai que leur parcours, c'est très très impressionnant quand même. Ouais. Donc peut-être un lien entre la politique et l'enseignement, à savoir. Du côté des conseils des jeunes du district de Nyon, là aussi c'est difficile de prévoir ce qu'il va en être pour les rendez-vous, mais notamment la prochaine date, je crois que c'est le 1er juin. Vous voulez organiser, le 1er juin, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Vous voulez organiser un débat en ligne par rapport aux prochaines votations, c'est ça? C'est ça. Donc on est engagé avec la ville de Nyon pour des votations consultatives des 16-18 ans en ville de Nyon et même pas que, très sûrement pour ces prochaines votations, où on donnerait la possibilité aux personnes hors Nyon qui habiteraient hors de Nyon et qui suivraient des cours au gymnase, à l'EPCN ou à Nyon-Maran, de pouvoir voter via des enveloppes qui seraient mises à disposition. Et ces votations, à chaque fois, on essaie d'organiser un débat. On n'a pas pu le faire pour le 1er en septembre. Ceux de février, on a réussi à en faire. Ils furent en ligne. Et là, cette fois, on espère que les conditions nous permettront de faire un débat en présentiel. On a la salle communale de réservée pour nous. On espère pouvoir faire en présentiel, mais sinon, le débat sera dans tous les cas présent et en ligne. Ouais. Soit par retransmission, soit par... Ouais, donc ça va se faire, c'est une bonne chose. Pour revenir à votre rapport et à ce bilan annuel, c'est toujours l'occasion de tirer quelque chose de positif et peut-être aussi de négatif, à faire mieux. Le négatif, c'est quoi? Peut-être, un petit manque d'organisation. On a été pris de court par le Covid et donc on a peu de choses, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Beaucoup avons galéré, on avait des événements à faire et beaucoup, on n'a pas réussi à rebondir assez vite. On a réussi à rebondir, mais seulement pour, entre guillemets, le maintien de comment est-ce qu'on fonctionne, donc maintien des assemblées, maintien des réunions. Les dates importantes. Les dates importantes, mais sinon tout ce qui était projet, tout ça, c'est très vite tombé à l'eau. D'accord. Donc à faire mieux. Et pour le positif? Le positif, on a quand même réussi à faire pas mal de choses. On a été appelé sur beaucoup de projets. Là, on siège en plus durant cette année, donc on siège sur 3 autres projets différents. Que ce soit la Givrine, que ce soit les votations consultatives, la CRPS ou Pertan, on a beaucoup de choses où on siège et on essaie d'avancer dans ces projets au maximum. Et même sur certaines commissions, on a déjà des projets qui sont prêts, qui attendent juste de pouvoir voir le jour avec les conditions sanitaires qui le permettent. Ouais, très bien, Johan Crocol, j'imagine que vous suivez ça de près. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je trouve que j'ai été coprésident quand même pendant une dizaine de mois au Conseil des jeunes du district de Nyon. Je trouve que l'évolution a vachement changé depuis que j'ai dû partir. Donc puis aussi on a eu de très très bons échos aussi un peu à gauche à droite, et puis sur les réseaux sociaux avec tout ce que vous faites, et puis vraiment les campagnes que vous faites aussi pour les votations, quoi. C'est très intéressant. Ouais. Donc voilà, on se réjouit aussi de suivre tout ça de notre côté pour les prochaines dates. J'imagine que tout sera aussi donné sur vos sites internet respectifs. Johan Crocol, Lucas presque que j'y arrive à la fin, Dessaugus. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci Andrea. Merci. À
Agnon à la route du stand, un projet de crématoire animalier suscite les craintes des riverains. La mise à l'enquête du projet présenté par Crématoire Animalier Suisse se termine le 6 mai et l'entreprise prévoit d'inaugurer ses locaux au printemps 2022. Lundi soir, lors du conseil communal, 3 interpellations ont été déposées. On y reviendra d'ici quelques instants. Pour l'instant, on accueille Gianni Weber, une voisine du futur projet. Bonjour. Bonjour Andrea. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous habitez dans un immeuble résidentiel situé juste en face du futur projet du crématoire, à moins de 20 mètres donc de la future installation. Qu'est-ce qui vous inquiète tant dans ce futur projet ? Plusieurs impacts. C'est d'abord la garantie qui n'est pas 100% de tout ce qui est dégagé des cheminées, du bruit qui peut être assez dense, de la chaleur qui peut être fournie par quand même potentiellement 2 fours, et tout ce qui est impact aussi psychologique, mine de rien. D'avoir crématorium noté en grandes lettres en face, juste en face de chez soi, ça a quand même un certain impact. D'avoir beaucoup de trafic de personnes qui se déplacent. Il ne faut pas oublier que cette société, vous allez peut-être le dire, si on en fait des déductions par rapport aux chiffres, c'est plus de 1000 crémations par mois. Ça fait à peu près 30 par jour. Enfin, imaginez le trafic qu'il peut avoir. Ce sont des personnes, des privés qui viennent apporter leurs animaux. Et alors j'entends, le chiffre est grand, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire le contraire pour se rassurer. C'est que justement, c'est une entreprise qui a l'habitude de travailler dans ce domaine-là. Ils ont justement 2 crématoires, l'un à Sion, l'autre à Dubendorf. Donc on pourrait se dire que c'est des professionnels et qu'ils savent ce qu'ils font. Tout à fait, mais il faut se dire qu'aussi c'est le premier crématorium pour animaux privés en Suisse romande. Donc ça veut dire qu'il y a toute la Suisse romande, potentiellement aussi la France voisine, qui pourrait aussi venir. Et ce ne sont que 10 chiffres, je veux dire, ça peut être plus, ça peut être moins bien sûr aussi. Donc ça fait partie des impacts auxquels on pense. Et on n'en parle pas assez, mais aussi la dépréciation immobilière. Ouais, bien sûr. Plusieurs arguments qui vous inquiètent plutôt. Ce dont vous avez été aussi particulièrement choqué, c'est la manière dont vous avez appris que ce projet allait arriver. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors, c'est notre responsable PPE qui nous a annoncé ça par email le 1er avril à 17h. Veille de week-end pascal, on s'est tous dit, peut-être un poisson d'avril qui est un peu mal placé. Mais non, pas du tout, parce que le retour du week-end pascal, mardi matin, on a remarqué une mise à l'enquête qui a été mise en place un mois avant ce qui avait été présenté dans le projet. On a été choqués, et on a été choqués de savoir que personne n'était au courant autour de nous. C'est-à-dire que nous avons été les seuls voisins à avoir la présentation du projet. Depuis, plusieurs justement voisins sont inquiets. Lundi soir, lors du conseil communal, je le disais en titre, 3 interpellations ont été déposées à l'issue du conseil, dont celle de Béatrice Enquist, conseillère communale UDC et présidente de l'ATIBO, association des intérêts du quartier des Tines et du Boiron, qui défend pour le coup plusieurs habitants des quartiers alentours du futur projet de crématoire, à savoir les quartiers des Tines, du Boiron et du Stand, mais aussi du Valmont, de Chantegrive, les Fouilles, la Barillette et Chancolin. On écoute les réactions à l'issue du conseil communal. Il se trouve que ce crématorium, à l'endroit où il voudrait le faire, est juste en bordure d'un quartier qui est très fortement habité. En fait, actuellement, si on prend tous les noms que vous venez de citer, il y a plus de 3000 habitants. Et en plus de ça, il est à 20 mètres de la façade d'une propriété par étage. Donc c'est inadmissible. Comment est-ce qu'on peut faire une chose comme ça ? Le Parti indépendant s'est aussi joint à cette croisade contre ce crématoire. Qu'est-ce qui vous dérange ? Ce qui nous dérange, c'est l'emplacement, parce que c'est bien sûr qu'on peut argumenter que la zone permet l'installation d'une telle structure, mais en fait, c'est le bon sens dit le contraire. Il y a un meuble de plusieurs étages habités juste en face. D'ailleurs, il y a des membres du conseil communal qui habitent presque en face de l'emplacement du crématoire. Et ça va, en plus des nuisances que ça va probablement causer, ça va aussi avoir un effet négatif sur la valeur de l'immobilier dans le quartier. Un crématorium animalier, quoi qu'il en soit, il peut avoir les meilleures cheminées du monde, les meilleurs filtres du monde. De toute façon, il y a des émanations qui vont sortir, il y a des odeurs qui vont sortir. En plus, il va y avoir
Parce qu'on dit jardin du souvenir, oui, où les gens peuvent venir eux-mêmes amener leur animal, le faire brûler. Ensuite, ils ont leur petit jardin de souvenir. Vous imaginez bien cette route qui est très fréquentée par des enfants, par des adultes, toute la journée. Vous voyez des gens qui sont là en train de pleurer parce que c'est normal, ils pleurent leur animal. Je veux dire, ça n'a rien à faire dans ce quartier. Il n'y a pas qu'une question justement de crématoire, il y a aussi une question de mobilité douce. C'est la raison de votre interpellation urgente au Conseil ce soir. La mise à l'enquête ne fait pas du tout mention d'un projet de piste cyclable qui devrait remonter toute la route du Stand et longer le projet de crématoire. Et pire que ça, il y a des aménagements du futur crématoire qui sont installés sur la surface de la piste cyclable. Et en 2012 déjà, la municipalité avait attiré l'attention de l'ancien propriétaire sur le fait que la commune pourrait demander la mise à disposition d'une largeur de 3 mètres justement pour faire cette piste cyclable. La municipalité n'a pas souhaité répondre à ce conseil, à vos interpellations. Elle se réserve le droit d'y revenir lors du prochain conseil. Est-ce que vous le comprenez ? Absolument pas, car les questions posées étaient des questions toutes simples, n'étaient pas des questions techniques, donc ils auraient pu répondre. Et en fait, c'est uniquement une tactique de la part de la municipalité. Comme la mise à l'enquête se termine le 6 mai, ils voulaient attendre que toutes les oppositions, je pense, et puis arrivent pour voir combien il y en avait, je ne sais pas. Mais ils auraient très bien pu y répondre et je ne trouve ça pas correct. Ils reviendront la prochaine fois. Ça ne m'empêchera pas de poser ma résolution la prochaine fois. Jenny Weber, en voyant ces images, j'imagine que ça vous soulage quelque part de savoir que ça en a été discuté au conseil communal. Ça soulage parce qu'on se sent compris, entendu, soutenu, parce que c'est vrai que ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on avait vraiment l'impression d'avoir été négligé, en fait, mis de côté et oublié, dans un sens, par nos municipaux. Et on s'est dit... Comment on a pu prendre cette décision? Alors, je peux comprendre que sur le papier, le projet paraît intéressant. Ça, je le dis et je le redis. Le projet est bien, mais pas à cet endroit. Vous avez d'ailleurs été en contact, je crois, avec l'un des municipaux. Moi, pas directement, non. Ouais. Quels ont été les échanges? J'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus, mais c'est vrai que ce que j'ai entendu, c'est vraiment... au moins, la ville de Nyon sera connue. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour faire connaître la ville de Nyon. C'est pas si grave, d'accord, peut-être parce que votre appartement, votre maison, votre jardin n'est pas en face. Donc voilà un petit peu le genre de réponse qu'on a entendu. Ou la dernière, tout simplement mon conseil, c'est oui, mais on a l'autorisation de le faire. Oui, d'accord, on a l'autorisation pour beaucoup de choses, mais est-ce que ça a du sens et du bon sens ? Ouais. Alors on a vu là aussi dans les images la pétition qui est au bas de votre immeuble. Aujourd'hui, combien de signatures ont été récoltées? Alors, hier soir, j'ai demandé, on en est à peu près à 800 et on en attend encore beaucoup entre aujourd'hui et demain, parce qu'on a donné une date limite au 30 mai. D'accord. 30 avril, pardon. 30 avril, oui. Quelles autres démarches est-ce que vous avez entreprises jusqu'ici? Alors bon, moi j'étais responsable de communiquer ça aux médias, donc j'ai pris contact avec eux par le courrier des lecteurs, par les rédactions. C'est comme ça qu'on a eu aussi votre contact. Et donc une pétition qui circule depuis le début du mois. On a mené une campagne d'information assez massive, c'est-à-dire que comme peu de gens étaient au courant, on s'est dit qu'on avait le devoir quand même d'informer le quartier. Donc grâce à Béatrice, grâce à de nombreuses personnes de la PPE, c'est vrai qu'on a été collés des affiches, on a mis des pétitions dans les boîtes aux lettres, on a fait un appel à faire des oppositions individuelles mais aussi collectives, on a interpellé les autres PPE des autres immeubles. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, d'autres actions sont prévues. Ouais, alors plusieurs démarches qui ont été entreprises, plusieurs arguments qui soutiennent vos idées. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les arguments sont bons à prendre pour démanteler ce projet-là. Est-ce qu'il y a peut-être une solution? Enfin, j'entends par là, est-ce que la société serait capable de vous rassurer si elle vous répondait à vos arguments? Comme je vous ai dit au début, ils n'ont pas une garantie 100%. Donc moi, une garantie qui n'est pas 100%, il y a toujours une zone de risque. Si je fais un raccourci très rapide par rapport à l'amiante, par exemple, on nous a dit quelques années que c'était une bonne solution pour plein de choses. Qui nous dit que dans quelques temps, on n'aura pas des problèmes à cause de ces émanations? Par exemple, c'est un exemple.
Je ne pense pas que sur tous les points on puisse. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la loi, ce sera quand même contrôlé, ces émanations. C'est vrai que voilà, elles doivent être conformes. Il y a des contrôles qui sont faits tous les 2 ans. Donc ça pourrait être des aspects qui pourraient vous rassurer. Nous rassurer peut-être, mais pas nous convaincre. Ouais. Donc jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller, vous et tous les habitants? Moi personnellement, et je pense que je parle au nom de toute notre PPE, et j'espère un peu plus de monde dans le quartier, jusqu'au tribunal s'il faut. Ça c'est sûr et certain. Je veux dire, la fenêtre de mon fils donne sur les futures cheminées. Pour moi, c'est quelque chose d'assez... c'est pas une angoisse, mais c'est quand même quelques craintes. Ouais. Très bien. Merci en tout cas beaucoup, Jenny Weber, d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre témoignage, d'avoir osé le dire. On se tient au courant justement pour la suite de ces événements et puis donc affaire à suivre, comme on dit dans le jargon, certainement aussi au Conseil communal. Merci. C'est tout pour cette semaine et pour la rétro. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve lundi. Excellent week-end à tous.